Salut à tous, bienvenue dans Les Doigts dans la Prise, je suis Cédric Ingrand. Et je suis Thomas Debois. Et nous sommes ravis de vous retrouver après une longue trêve des confiseurs pour un nouvel épisode qui, vous allez le voir, va faire souffler le chaud et le froid. Chaud comme les chiffres de vente de véhicules électriques en France, et ils sont exceptionnels pour 2020. On verra également quels modèles ce sont les mieux vendus, mais aussi à quelles nouveautés électriques il faut s'attendre ou pas pour 2021. Nous jetterons également un œil sur un pays venu du froid où une voiture vendue sur deux est désormais électrique. Un podcast froid donc aussi comme le temps qu'il fait en ce moment, l'occasion de se poser une question qui revient chaque année avec les frimas. La voiture électrique craint-elle vraiment le froid et comment s'en protéger? On ira à ce sujet interroger un expert, un confrère, podcasteur et disons-le, un nouvel ami, Martin Archambault, dont le pays c'est l'hiver, comme chantait Gilles Vigneault, et qui nous expliquera comment sa voiture gère les températures polaires du Québec. Avant tout, évidemment, je voulais, une fois encore, ça va devenir une habitude, vous remercier pour les chiffres bouleversants des derniers épisodes du podcast. On est à la fois ravis, surpris, impressionnés, enfin voilà, ça donne surtout envie de continuer, et ça tombe bien parce que les infos et les actus autour de la voiture électrique ne manquent pas en ce moment. On commence d'ailleurs avec les ventes de voitures électriques en France en 2020, des chiffres qui viennent de tomber. On attendait d'ailleurs ceux de décembre. Et alors clairement, on n'est pas déçu du tout. Rien que pour décembre, il s'est vendu en France 20 744 voitures électriques. C'est 13,6% du marché, pour vous donner un ordre d'idée. C'est quasiment quoi, x4, x5, x6 en un an. Moi, j'ai cette espèce de souvenir presque structurel du fait que la voiture électrique en France, c'est 1% du marché de l'automobile. Ça, c'est en train de changer. C'est en train de changer, ouais. Là, on a eu une super année, très clairement. Je crois qu'en tout, on fait 180% de plus. Bon, ça dépend du type de voiture. Honnêtement, quand j'ai découvert ces chiffres, j'ai dit non, attendez, ils ont encore mélangé les voitures électriques, les voitures hybrides, les hybrides rechargeables. Non, mais de fait, on mélange pas. Non, il s'est bien vendu. Alors, c'est là qu'il ne retrouve pas ses chiffres, mais il s'est vendu 164 000 hybrides, 75 000 hybrides rechargeables, mais ça veut dire quand même des montants, enfin un nombre de voitures vendues, c'est plus 301% pour les hybrides rechargeables, plus 159% pour les électriques. Et alors c'est intéressant parce qu'évidemment, non seulement les chiffres sont déments, mais en plus, la vraie grosse performance, à mon sens en tout cas, tu me diras si tu es d'accord, c'est que tout ça se joue sur un marché de l'automobile qui, lui, s'est effondré en 2020, Covid oblige. Si mes souvenirs sont bons, le marché est en baisse, de 25% sur l'année. Autant dire que c'est le marasme total. Ça dépend des marques. Il y a des marques qui s'en sortent mieux que d'autres. Je voyais d'ailleurs que PSA s'en est sorti plutôt pas mal. Mais arriver à des chiffres comme ça. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Bon, d'abord, il y a évidemment l'année 2020 qui, comme pour plein de choses, a joué son espèce de rôle d'accélérateur. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression d'avoir passé 5 années, voire 10 en une seule. Et c'est pareil pour plein de nouvelles habitudes, que ce soit le divertissement à la maison, le télétravail et le reste. Donc, je pense que les gens ont eu envie de se projeter dans un futur un peu différent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense aussi. Et puis, il y a aussi une prise de conscience quand même de plus en plus, j'ai l'impression, des Français, mais aussi d'autres citoyens dans le monde aussi, qui... je crois qu'il y a une étude là récemment qui était parue en décembre où il y avait 5000 personnes qui ont été interrogées sur 22 pays différents, et il y en a plus d'1 sur 2 qui voudraient maintenant conduire une voiture zéro émission. Ça se comprend. Voilà, clairement. Et maintenant, moi j'imaginais quand même que avec justement le Covid, les incertitudes sur l'avenir, etc. Ça explique d'ailleurs les moins 25% du marché global. Mais je pensais que les Français pourraient être un peu frileux sur l'électrique, un peu comme à leur habitude. Il y a pas mal de raisons, peut-être qu'on y reviendra, mais ils ont clairement montré l'exemple là-dessus. 180%, c'est quand même pas rien. Je pense aussi qu'il y a une autre prise de conscience, juste liée au fait que ça y est, les annonces se multiplient sur toutes ces villes où tu pourras plus emporter ton turbo diesel dans 2, 3, 4, 5 ans. Et que tout à coup, on en parlait il y a pas longtemps, il y a cet effet de cliquet où tu te dis non mais attends, j'achète une voiture aujourd'hui, mais dans 4 ans, je la revends comment exactement? Ou je la revends à qui? Ou je la revends où? C'est un peu la question que je me pose en ayant acheté la mienne là il n'y a pas très très longtemps, mais
Mais Même, qui merci. n'est même pas une électrique, disons-le. À un moment, il faut faire amende honorable. Ouais, ouais. C'est vrai. T'as l'air embêté quand on dit ça, mais... Oui, non, un petit peu aux entendures, vite fait, comme ça, mais ouais, ouais. Bon, Euh, je te rassure parce qu'on va voir tout à l'heure tous les nouveaux modèles qui vont sortir en 2021. Peut-être qu'il y en a qui vont... Bon, tu vas perdre fort à la revente si tu l'avais acheté neuf, hein, je suis désolé de te dire ça. ouais. Non, non, c'était pas neuf, c'était pas neuf. Ah d'accord, c'est bon, Non. on respire. Donc énorme performance sur un marché de l'automobile en baisse de 25% en 2020. Pour autant, on est allé voir le classement des 10 modèles les mieux vendus en France. Thomas, sans tricher, sans regarder le conducteur, c'est quoi la voiture électrique la mieux vendue en France? Au pif, la Zoé. Bah oui, évidemment, c'est la Hein. Zoé de Renault. 37 500, près de 37 500 exemplaires vendus. C'est énorme parce que dès qu'on descend dans le classement, en gros, à chaque fois, on divise par deux. La seconde voiture la mieux vendue, c'est la E208 version 2 de Peugeot, Ouais. PSA, 16 000. Et juste en dessous, la Tesla Model 3, 6 400 immatriculations. Et Ouais. après, on tombe sous la barre des 5 000 avec Hyundai Kona, la i-Niro, la ID3 de Volkswagen, mais qui est arrivée un petit peu tard dans l'année, la Nissan Leaf, dont je suis honnêtement étonné qu'elle soit si loin dans le classement. Moi, je l'aurais mise assez logiquement à égalité, voire même un petit peu au-dessus de la Tesla Model 3, parce qu'elle est plutôt moins chère. Et Ouais. puis, c'est quand même une des voitures fondatrices de l'électrique. Moi, je me souviens, la première fois où j'ai conduit une Nissan Leaf, c'était il y a ça faisait un choc. Ouais, ça faisait un choc peut-être, mais c'est vrai que avec le temps qui passe, j'ai l'impression quand même qu'en termes d'autonomie, en termes de, après sur peut-être pas mal de critères, mais surtout pour l'autonomie, pour moi, je trouve que bon, elle commence à perdre un petit peu. D'ailleurs, elle recule même aussi en Norvège. On en parlera tout à l'heure, mais Ah oui. euh, avant, elle était quand même assez mieux classée. Hein. Bah surtout, Là, il y avait moins de points de comparaison et moins de c'est concurrence. ça. Donc forcément, c'est peut-être ça qui fait Bien aussi sûr. Complètement. un choc. Plus loin dans le classement, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben la 2008 de Peugeot toujours, la DS3 Crossback, jolie, plus chère, et la Mhm. Mini Cooper. Dont, disons-le, on va aller essayer le nouveau modèle électrique dans les jours qui On a cette viennent. chance. Avec On a cette on a chance. cette chance, avec un plaisir non dissimulé, parce que ce truc avec ce plancher très très bas, forcément, ça donne des sensations même à basse vitesse. Complètement. On Et n'aura pas puis, besoin de je crois qu'on pousser va très avoir fort. 180 chevaux sous le capot. Non, c'est pas bien. Donc, oui, non, mais attention, hein, on va pas les utiliser. Ah Mais d'accord, tu veux c'est... dire qu'on va rester raisonnable? Oui, bien sûr. Oui, bien Non, sûr. Oui. bien D'abord sûr pour qu'on la va rester rapporter en un raisonnable. seul morceau, ce qui serait Déjà, ça. ce qui fera plaisir aux gens qui ont la gentillesse de nous la sortir du Parc Presse. En Oui. plus, parce que c'est mon permis qui est, qui est déclaré pour le prêt. Donc, voilà, on va rester super calme. Non, mais Et ça, non, mais on va vous en dire plus bientôt sur cette petite Mini qui a l'air assez chouette. ouais, non, c'est intéressant. Moi, l'un de mes premiers souvenirs en voiture, c'était pas la mienne, c'était celle d'un copain comme ça à la fac, qui avait une Mini, mais les Mini originales. C'est d'ailleurs là que tu vois à quel point les voitures ont enflé avec le temps. Ouais. Je sais parce que j'ai croisé une Fiat 500, pas la électrique, mais une vraie petite Fiat 500, le pot de yaourt, la semaine Mhm. dernière. Je montrais ça à mon fils et qui m'a regardé en disant mais c'est pas une voiture, ça, papa, c'est trop petit. Enfin, non, alors que si. Et la petite Mini Austin à l'époque avec laquelle on revenait de la fac, j'ai souvenir un jour que mon camarade, dont le permis était un peu récent, a un petit peu grillé une priorité à un camion qui a donc Ah, mis un gros coup de frein. Et je me souviens très bien, moi qui étais à la place du passager, également oh dénommé là la là. place du mort, et là j'ai soudain largement compris pourquoi, de manière graphique, il y avait moi, 5 centimètres plus loin, il y avait la vitre, et 2 centimètres plus loin, il y avait le pare-choc du camion en question. Oh là là. Et alors là, à l'époque, les systèmes de sécurité passive, c'était quoi? Non, non, Bah il non, y a une ceinture, monsieur. C'est déjà énorme. ouais, puis à l'époque, peut-être que tu la mettais même pas forcément. Après, je sais pas quel, Je n'ai aucun commentaire à faire. Moi, j'ai toujours mis les ceintures en voiture. J'ai toujours, même dans les années 80. ouais, t'as fait. Même à Ouais, l'époque où les gens roulaient à super fort. 110 sur le périphérique parisien. Excellent. Ça me souvient, la première fois que j'ai conduit là-dessus, ça m'a fait un choc. Mais ce n'est pas le sujet de l'émission du jour. Thomas, tu l'as déjà sorti comme un petit teasing tout à l'heure. Il y a un pays où les voitures électriques ne se vendent pas à 15 ou 20 ou 30, à 40% du marché total, mais déjà à 50% des ventes, Ah, un véhicule sur deux. Et ce pays, c'est la Norvège. ouais.
C'est vrai que la Norvège montre l'exemple. La Norvège est rentrée de plein pied dans ce que pour nous est une révolution de la mobilité électrique. Alors pour eux, par contre, j'ai l'impression que c'est déjà complètement admis. Ils sont même pas à 50, ils sont à 54. La vache. Ouais. Et en décembre, carrément, 3 voitures sur 4 chez eux, c'était de l'électrique. Donc bon, c'est un truc un peu, c'est Ah, mais assez ils énorme. ont juste interdit l'essence et le diesel ou Alors oui, alors non, pas encore, pas ça maintenant, expliquerait des choses, hein, mais mais ça va arriver. Tu grilles mon conducteur. que je Non, n'ai pas ça va lu, hein, parce arriver. que Ça va arriver en 2025 en fait. Ils vont bannir complètement le thermique en 2025 partout. Donc c'est-à-dire quoi, le bannir des villes ou juste interdire la vente de véhicules neufs il y aura plus de vente. thermiques? Il y aura plus de vente. On arrête de vendre du thermique en Norvège à partir de 2025, c'est terminé. Ah, Voilà. Donc fatalement, ça incite pas mal, d'autant qu'en plus, bon, ils ont un réseau de bornes de recharge qui est quand même assez sympa, hein. Je crois qu'ils sont en moyenne à 2 véhicules par borne, 2,7 véhicules par borne, donc autant dire 3. c'est ouf. C'est Ah oui, un mais autre là monde. on additionne les bornes publiques et puis les bornes installées chez les particuliers, j'imagine. Non, 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 on parle de bornes de recharge publiques. D'accord. Ouais. Ça veut dire en Ouais, plus ça veut dire en plus qu'ils les utilisent beaucoup parce que ça fait quand même un parc de bornes absolument dément. Alors, je ne sais pas s'ils les utilisent beaucoup, mais en tout cas, je pense qu'ils prévoient, en fait, ils se dotent d'un réseau de bornes de recharge qui va pouvoir, en fait, encaisser la progression qu'il va y avoir chez eux. Parce que c'est pas. Enfin, si tu veux, ça fait déjà, je crois qu'en 2019, ils étaient déjà à 49%, juste sous la barre des 50. Et en 10 ans, ils sont passés de 1% en 2011 de voitures électriques dans leur parc Uh-huh. pardon, d'immatriculation en 2011 en électrique à, bah, comme on vient de voir, hein, plus de Plus de 1 sur 2 50%. là. Et dans le même temps, évidemment, la courbe s'est inversée aussi pour le diesel, où là, le diesel, on tombe à moins de 10% en 2020. C'est intéressant parce que Euh, la Norvège, c'est quoi? C'est pas le plus gros producteur de pétrole en Europe? La Norvège, en effet, oui, oui. Alors, c'est assez bizarre parce qu'ils sont super écolos. Alors, peut-être que c'est dû au fait qu'ils ont un niveau de vie un peu plus sympa que le nôtre. Je rappelle quand même que la Norvège, en termes de salaire moyen horaire après impôt, je crois, on est à 28 euros quand on est à 15 chez nous. Ah oui. Donc, c'est vrai que ça peut permettre d'absorber des coûts un peu plus importants pour l'achat d'un véhicule électrique. Ils ont en plus une espèce de culture de l'écologie. Oui, ils ont une espèce d'écolophilie ambiante. En revanche, bah après, il faut bien aussi faire son beurre à un moment donné, hein, et s'ils ont du pétrole, ils auraient peut-être un peu tort de ne pas le vendre. Mais ça veut dire qu'ils Voilà. anticipent déjà le jour du début de la fin où le pétrole va commencer à moins se vendre. D'ailleurs, un pic Ouais. qu'on a quasiment déjà passé en fait. Puis déjà, le prix du pétrole a commencé à baisser quand même, hein. On voit des stations essence qui transforment en fait leur station en station de borne de recharge. T'as des gars comme Circle K, par exemple, c'est un des plus gros distributeurs d'essence, qui transforme vraiment ces stations en stations électriques. Et évidemment, comme en plus, eux, ils misent pas mal sur tout ce qui est services annexes, en fait, Mhm. comme le lavage de voiture et trucs comme ça. Bah, ils sont très contents parce que bah, comme ta voiture, tu mets 25 minutes, 35 minutes pour la recharger, évidemment, c'est tout bénéf Ah. pour eux parce que toi, tu vas aller prendre un café, tu vas peut-être aller faire laver ta voiture. Donc, tout roule chez eux, quoi, si je peux Moi, dire. j'attends le garage, enfin la station-service, j'ai envie de dire, qui va se transformer en station-service, café, laverie automatique. Ouais, bah ouais, Ah, tu viens, tu mets c'est un ta peu ça, voiture hein. en charge, tu prends un café, t'attends que ta lessive tourne. Je pense qu'il y a des nouveaux modèles à trouver. Tu le disais, ils Complètement. sont quand même sur un niveau de vie qui n'est pas exactement le même que le nôtre. Ça veut dire que j'imagine que les voitures qui se vendent là-bas sont plutôt du haut de gamme. À supposer qu'il y ait du bas de Oui, gamme, hein, il n'y en a pas en électrique quasiment. oui et non. Enfin, si, 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 quand même. Les premiers sur la Norvège, c'est Volkswagen. Ils ont, en gros, si tu rajoutes les 1000 Porsche Taycan qui ont été vendus, ils sont à 23% en tout. Sinon, ils sont à 22. Et je crois que leur premier modèle, ça doit être zut. Quoi, l'idée 3?
Non, c'est Litron. C'est Litron chez Ah, eux, le numéro 1. Ouais. Je crois que c'est une voiture sur 10. En gros, à chaque fois, c'est 10%. Litron, ils sont. Alors, je sais pas si c'est la version 55 ou 50, oui, c'est pas très mais important. ils Enfin, sont. c'est l'Audi dont la marque résonne moins chez eux qu'elle ne le fait chez nous. Ouais. Enfin, pose moins de problèmes, je pense, à l'achat en disant vous êtes sûr pour la marque, parce que quand même, C'est c'est pas bon. c'est un peu ça, voilà. Ils se posent Voilà. pas trop la question. Puis après, en deuxième, tu as la Tesla quand même, hein, qui est bien là, 10% pareil. Et puis en troisième, tu as l'ID3 de Volkswagen, qui arrive sur le podium aussi avec tout pile 10% des ventes. Voilà, là l'ID3, tu vois, tu es déjà à 35 000. C'est un peu moins quand même Enfin, que quand même, le Litron qui coûte quand même le prix d'une TM3 Performance. Là où tu pourrais te faire plaisir, tu te dis, mais moi je me suis dit quand même pourquoi les mecs vont acheter un Nitron. En plus avec mon côté français, forcément, je me dis non, bon, c'est ça, ça forcément ce passe pas, il n'y a nom. rien à faire. On aimerait faire l'effort et dépasser. C'est vrai que les marques, ça se dépasse, mais enfin là, quand même, c'est un peu difficile. Ouais, ouais, ouais. Je me rappelle, Et du quand coup, Toyota avait lancé son coupé magnifique, ils avaient fait la Toyota MR, et puis quand ils ont fait la deuxième version, ça s'appelait la Toyota MR2. Et curieusement, chez nous, ça a moins bien fonctionné. Il faut l'avouer. totalement, Non, le totalement. branding, c'est un métier, hein, je veux dire, ça se change pas. Je pense que C'est chez ça. Toyota, personne n'a eu le courage d'aller expliquer aux Japonais que non, vous êtes gentil, mais on pourrait, voilà, je ne sais pas, Ouais, la MRB par exemple, je ne sais pas. ouais. T'as Bon, quand même la Nissan Leaf, hein, qui est en quatrième. On en parlait tout à l'heure. Elle a un peu baissé. Tesla, qui était premier l'année dernière, est devenu deuxième. Au profit de Volkswagen, et la Leaf qui fait en gros 7% des ventes, quoi. il y a j'ai envie de dire, le succès de l'électrique s'explique aussi par quoi? Par de généreuses subventions, comme chez nous? Bah, alors oui, en effet, carrément, il y a une action politique qui est assez forte là-bas. Bon, déjà, tu as une incitation financière, hein, clairement, hein, c'est des taxes sur le thermique. Je connais pas les chiffres des taxes sur le thermique, mais il y a des taxes quand même assez importantes de ce que j'ai lu. Tu as aussi des aides gouvernementales comme chez nous. Les mecs, ils vont quand même bannir le thermique à partir de 2025 à la vente. Ça, c'est quand même assez foufou. Et puis, tu as des petites sucreries comme ça qu'on rajoute dans le package avec l'accès gratuit aux autoroutes à péage ou la mise à disposition de bornes de recharge gratuites. Dans certaines zones urbaines, carrément, tu vas recharger, c'est gratuit. Ah oui, c'est dingue. Voilà, c'est comme ça. Et puis, tu as Qui avait aussi, au-delà de l'action. quelqu'un avait proposé ça chez nous, c'était Ségolène Royal, il y a un certain temps, mais c'était au moment où elle voulait faire des batteries dans les Deux-Sèvres, où elle disait, mais par exemple, ces voitures-là devraient avoir le péage gratuit. Moi, je frétillais en disant, le péage gratuit, déjà que l'électricité est pas chère, ce serait merveilleux. Finalement, ça n'a pas eu beaucoup de... Et puis, c'est une mesure qui serait destinée à mourir de sa belle mort, parce que le jour où la moitié du parc est devenu électrique, bon, les sociétés d'autoroutes vont commencer à l'avoir un peu mauvaise en disant bah oui, mais enfin elles roulent comme les autres vos voitures là. C'est pas déjà en plus qu'elles rapportent pas un rond dans les dans les concessions de stations-service, qui elles aussi vont devoir. Je pense que dans les 5 ans à venir, il va se passer quand même des trucs parce que ces concessions, tu sais, là où l'essence est plus chère. Oui, je. Non, mais là où tu as un différentiel de, je sais pas, 15 à 20 centimes au litre, il va falloir qu'ils trouvent un autre modèle. Est-ce que c'est juste retirer des pompes pour mettre des chargeurs? Oui, il va y avoir de ça, mais ça suffira pas. Je pense qu'on rejoindra ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que tout à coup, bon, alors c'est vrai que les recharges vont de plus en plus vite. Ouais, l'opportunité d'offrir du service comme ils le font déjà et de la restauration et tout ça. Donc finalement, non. Finalement, peut-être que je me fourvoie et que les choses vont pas tant changer que ça. Sinon que ça leur rapportera jamais autant que l'essence. Ouais, je pense que quand même ça leur apportera pas autant que l'essence. Non, ça c'est sûr. Il y a un vrai souci. Peut-être qu'en même temps, ils vont gagner sur des frais d'infrastructure, de tout ça, de sécurité, que sais-je encore. Mais c'est intéressant parce que les stations vont d'abord complètement changer de visage. Ouais, après, je suis un peu mitigé sur le coût de l'infrastructure au niveau des bornes électriques parce que ça coûte quand même, je crois que c'est j'avais entendu dans une émission, mais j'ai pas vérifié les sources de ce que j'ai entendu, donc je suis pas certain, mais j'avais entendu comme quoi une pompe pour l'essence, ça coûtait 10 000 euros. Alors, une pompe à hydrogène, carrément, pour l'hydrogène, c'était 1 million d'euros, mais évidemment, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ça coûte c'est très mort. cher. Ouais. Et puis en plus, voilà, hein, je pense que le marché est assez Ça n'en polarisé prend pas maintenant. le chemin. Ouais. Et pour l'électrique, je crois que c'était 100 000. Donc ça coûte quand même 10 fois plus cher. 100 000, c'est le prix moyen d'une place de parking dans un parking commercial à Paris.
En Ouais, gros, tu dis, ouais. voilà, je veux faire un parking de 200 places, bah, ça fait 200 fois 100 000. Ce qui est, alors que parking, c'est quand même l'un des plus beaux métiers au monde. Hein. Moi, Ah bah, ça Vous connaissez des c'est parkings, que du bonheur. vous connaissez des parkings qui ont fait faillite? Vous en connaissez beaucoup, vous? Non, moi, j'en connais pas. C'est presque une rente. Alors évidemment, C'est c'est quand clair. même des gros investissements, mais bon, bref. Là aussi, je suis assez impatient de voir à quel point. Alors, c'est pas tant la voiture électrique que la voiture autonome va peut-être changer les choses, mais pour ça, il va falloir aussi qu'il y ait une espèce de révolution culturelle chez toi, moi et tous les autres. C'est-à-dire que tout à coup, qu'on remise l'idée de la propriété de la voiture personnelle. Je pense qu'il y a un petit. Il va. Oh là 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 là, on est pas près de franchir des pas, hein. Surtout chez nous, hein, parce qu'apparemment, enfin pareil, j'avais eu des avis comme ça qui disaient que les Français avaient beaucoup plus que d'autres gens, mais on est très bien, hein, les Français. Mais on avait beaucoup plus l'idée de propriété. Vraiment, ma bagnole, c'est chez moi. Ah oui, il y a de ça. Bah ouais, et puis franchement, moi je comprends. Hein. On n'est pas encore au C'est niveau bien. des Américains où c'est ma bagnole, c'est ma liberté. Tu vois ce que je veux dire? Je dirais que si quand même, non? Je Tu sais trouves pas, pas? ça dépend. La bagnole, c'est la liberté quand Je même. suis d'accord sur le fait. Moi, il y a bien longtemps, un jour, j'étais en plateau avec Carlos Ghosn. Mais je n'étais que Ah, chroniqueur, hein, c'est pas moi qui faisais l'interview, mais quand même. Et on posait la question de ce que les Français achetaient comme voiture. Et j'ai dit un truc qui apparemment était une énormité, qui était de dire oui, enfin, de toute façon, les gens n'achètent pas la voiture dont ils ont besoin, sinon on achèterait tous des Twingo. Et là, il y a eu un blanc. ah ouais, Mais ouais, oui, ouais, ouais. parce que Là, t'as mis la tête dans le plat, là. la voiture, de toute façon, est pas, je parle en moyenne pour l'essentiel des gens, uniquement un achat utilitaire. Sinon, d'abord, il n'y aurait pas tant de marques. Enfin, tu sais, on serait comme dans Star Trek, on aurait tous des pyjamas gris. Ouais, tu fais pas des publicités où tu vas gravir l'Everest parce que tu as Ouais, c'est ta ça. 3008. Tu vois. Non, ça n'a pas de sens. Alors que si on forçait, tu sais, il y a des nouvelles réglementations sur la publicité qui sont en train de sortir au nom du développement durable, en disant voilà, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être autorisées, interdites. Alors par exemple, les produits du pétrole vont être interdits de publicité, mais pas les voitures. Mais si par exemple demain un ministre de l'économie ou de l'écologie un peu retors disait bon alors à partir de dorénavant il sera obligatoire de montrer les voitures dans les publicités dans leur réel environnement de fonctionnement. C'est-à-dire que t'imagines tes pubs de voitures, t'as Mais coup tu les ferais sur le périphérique parisien à 17h. Ouais, bon, c'est pas tu sais que terrible. c'est incroyable que tu dises ça parce que tout à l'heure, justement, je voyais une publicité, je crois que c'était pour Peugeot, où en effet, tu avais une personne qui gravit l'Everest, enfin qui gravit une montagne quoi, dans la neige et tout. Et je me disais, mais attends, tu es en train de me proposer un SUV de malade, alors qu'en fait, le mec, il va juste aller dans le supermarché du coin pour aller faire ses courses. Il aura du mal à rentrer dans le parking, mais Ouais. c'est pas grave. Et en effet, j'ai Non, mais hâte, il y a si un jamais ça décalage, arrive, que ça arrive, quoi. mais qui est lié au fait que la voiture est pas juste un truc purement utilitaire. Tu vois, Bien évidemment. j'allais dire, c'est pas une paire de baskets, mais les paires de baskets non plus sont pas des trucs purement utilitaires. C'est des choses sur lesquelles tu projettes une partie de ton identité. Enfin, c'est Bien pas, sûr, ou un c'est pas. prolongement de soi pour la voiture en général. Il y a une notion de prolongement de soi aussi qui joue Et pas mal. on le voit bien d'ailleurs au moment de passer à l'électrique ou au moins d'en discuter, où les gens disent oui, mais attends, mais je fais quand pour faire 900 bornes sans m'arrêter? Mais tu fais 900 bornes, on va Mais pas tu t'arrêtes réavoir tous ce les débat, 300 bornes chérie. direct. De toute façon, déjà, tu t'arrêtes tous les 200-300 km et c'est un truc qui t'arrive 3 fois dans l'année. Donc voilà. Et Ouais, donc c'est les clair. gens projettent ils veulent aller sur l'Everest en fait. Mais c'est ce qu'on me dit, moi aussi, hein, quand je parlais de l'électrique dans ma famille et tout, les mecs me disaient, mais ouais, mais moi, si j'ai envie de rouler pendant 500 bornes sans m'arrêter, eh ben, je veux pouvoir le faire. Et ben, ça rejoint un peu le côté liberté, le côté, voilà. Si, j'ai pas, et d'ailleurs, je peux comprendre, on n'a pas forcément besoin de toutes ces libertés, hein, on s'en rend bien compte avec le confinement, par exemple. Oui. On sort pas forcément, mais on a envie de pouvoir se On a envie dire, je d'avoir une peux voiture sortir si je qui veux. pourra faire 1000 km d'une traite pour le Voilà. jour où ce sera possible. Je connais des gens, par contre, qui le font vraiment assez régulièrement, les 1000 kilomètres d'une traite. Mais bon, c'est quand même pas la majorité. Oui, et puis c'est pas très Faut pas prudent rigoler. non plus Et en plus, c'est pas prudent. pour C'est l'avoir vrai. tenté une fois, pour avoir raté un avion, pour avoir fait, j'étais où l'Autriche. Ben moi Ah. j'ai pas la passion des dizaines d'heures passées sur la route, tu vois, le côté non, Après, ça non. dépend. Si tu as un bon podcast à écouter pendant que tu roules, Ou 15, là, tu ouais. peux comme
Là, tu peux commencer déjà à t'amuser un peu. Voilà, ça passe tout seul, tu vois. Ouais, en fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé l'émission à l'automne. C'est pour arriver à créer une sorte de corpus qui permettra de vous accompagner sur la route des vacances à l'été prochain. L'avènement de l'électrique. À supposer que vous puissiez prendre la route, à supposer qu'il y ait des vacances. Enfin, je veux dire, toutes ces choses pour lesquelles qu'on est forcé maintenant d'exprimer quand même plutôt au conditionnel, parce que qui sait de quoi, qui sait de quoi notre avenir est fait. Moi, avant, j'écoutais énormément de podcasts quand je prenais l'avion. Bah, c'était il y a longtemps. Hein. Ah bah là, fatalement. Par contre, quand tu vas reprendre l'avion, il y aura toute une série de podcasts que tu vas pouvoir écouter. Ouais. Ça, Bon, j'ai te faire une playlist. Mais c'est amusant, hein, les podcasteurs le racontaient au début de la pandémie et du confinement. Désolé pour le hors-sujet total. Tout à coup, il y a eu une petite panique à bord parce que les chiffres d'audience des podcasts ont brutalement chuté. Bah oui, et pourtant les gens se disaient, mais attends, mais ils ont plus de temps chez eux. Bah oui, mais non. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus le réflexe matinal de je prends ma voiture, ou je prends le métro, ou je monte sur mon vélo, et tout à coup, mes podcasts démarrent tout seuls. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de transition entre la maison et le travail, et du coup, ça a chuté. Alors, c'est remonté après, parce que les gens ont retrouvé d'autres habitudes, et puis parce qu'ils ont quand même pris l'habitude, bien évidemment, bien heureusement pour nous, d'écouter des podcasts. Donc, ils se sont mis à les écouter, je sais pas, chez eux, sous la douche, à la pause, le soir, enfin, que sais-je encore. Donc, les chiffres sont revenus. Mais c'est intéressant de voir comment des choses comme ça induisent aussi des changements de comportement qu'on ne soupçonne pas toujours. Bien, alors comme promis, et parce qu'évidemment le temps s'y prête, on voulait aujourd'hui se poser la question des véhicules électriques par temps froid. Alors, on aurait pu évidemment aller interroger les constructeurs, ils ont probablement une opinion sur la question, mais on a préféré directement appeler le froid, en fait, vous savez, le vrai, en mode « Winter is coming ». Et donc, en direct de Montréal, merci d'accueillir Martin Archambault sous vos applaudissements. Bonjour Martin. Bonjour. C'est pour toi les applaudissements. Alors, si ça me fait vraiment tant plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, c'est parce que tu animes avec passion et plaisir, d'ailleurs, comme tu le dis, Silence on roule, un podcast régulier sur la mobilité électrique au sens large, un podcast qui a été pour le coup une véritable inspiration. Tu sais, on dit souvent que l'imitation est la forme la plus sincère de la flatterie. Il y a un peu de ça. C'est vraiment en écoutant, entre autres, Silence on roule, que je me suis dit, bon, des podcasts automobiles, il y en a plein, mais il n'y en a pas un qui soit dédié à ça. Et donc voilà, tu es une des raisons pour lesquelles les doigts dans la prise existent aujourd'hui. Sinon que la grosse différence, c'est que Silence on roule, ça existe depuis combien de temps ? On débute la 5e saison cette année, donc ça va faire 4 ans complétés maintenant. Ah ouais, Thomas, il nous reste un peu de travail. Ouais. Il y a un peu de boulot, on s'entendra après sur ce qu'est la définition du froid, parce que je pense qu'on n'a pas la même. Là, par exemple, en ce moment, dehors, il fait 1 degré, mais il a fait jusqu'à -2 la nuit dernière, donc c'est quand même frais. mais en même temps, là, je te vois, toi, t'es en t-shirt, donc je pense qu'à -2, tu sors encore en t-shirt pour aller chercher le journal. Ouais. En fait, on est un peu choyé ici aussi actuellement. Les températures sont plus clémentes. Je dirais que normalement, au début janvier, on est dans les gros froids. Janvier, février, là, au Québec, c'est pas rare qu'on obtient des -25, -30 degrés, du moins dans la région ici. Là, c'est plus froid si on va plus au nord. Mais actuellement, on se situe entre 0 et -10, je dirais, dans les dernières semaines. Ah ouais, -10, c'est la température à laquelle je voyais des gens aller faire leur jogging à Montréal. Je ne comprenais pas. J'ai toujours le souvenir de mon premier voyage à Montréal, c'est une 15aine d'années. Et tu vois, j'arrive et c'est, je sais pas, le début de la soirée. Et je me dis, bon, je suis à côté du port de Montréal, je vais aller juste faire un tour à pied. Je vais aller faire un tour à pied pendant 45 secondes avant de rentrer dans ma chambre à l'hôtel en me disant, je pense que je suis pas équipé il va falloir que j'upgrade un peu l'équipement. Pour revenir à nos moutons, le problème central, si on essayait de le situer, c'est quoi le froid face à un véhicule électrique? C'est que le froid sur le fond nuit d'abord à l'autonomie? Oui, en fait, le froid affecte le véhicule par plusieurs aspects, je dirais, électriques et mécaniques du véhicule. Et ça se reflète forcément dans une baisse d'autonomie, donc de la distance avec laquelle on va être limité dans nos déplacements avant les recharges. C'est essentiellement pour 2 raisons majeures. Je dirais la première, du moins les températures, je dirais, hivernales, mais pas... on ne parlera pas des -40, là, on va plutôt parler là, quelque chose entre 0 et -20 degrés. Donc, les températures hivernales
normal et acceptable, du moins ici au Québec. Dans un premier temps, c'est la chimie de la batterie. Il faut bien comprendre qu'une batterie de véhicule électrique, c'est un composant chimique dont l'activité chimique va être ralentie par le froid. Donc, ce ralentissement d'activité chimique se traduit généralement par une baisse d'autonomie, non pas par une baisse de performance en tant que telle, c'est-à-dire que le véhicule va démarrer aussi bien, les déplacements vont quand même très bien se faire, mais l'autonomie maximale possible par le véhicule va se voir réduite. Et cette réduction-là est accentuée également par le fait qu'on doit chauffer l'habitacle du véhicule. Donc, on va en plus utiliser les systèmes de chauffage parce que on va y à venir, moins 15, moins 20 degrés, oui, il fait froid dans un véhicule. Ça pique véhicule. un peu quand même. Est-ce qu'on arrive à calculer, même grossièrement, l'impact de la température sur l'autonomie? Moi, j'ai entendu, par exemple, que par grand froid, on peut avoir, 30% d'autonomie en moins. C'est beaucoup quand même. Moi, je vous dirais que c'est même plus par très grand froid. Froid normal, des températures là, entre 0 et moins 15 degrés, on va être en moins 20, moins 25. Dès qu'on commence à être un petit peu plus froid, on atteint les moins 30, moins 35 et par des très grands froids. Là, les rares journées au Québec, là, celles que vous n'avez pas, chanceux non, ça, on n'a pas que vous ça. êtes, mais à moins 25, moins 30 degrés, on peut atteindre moins 40, moins 45% d'autonomie. Ce qui fait qu'il y a une règle du pouce ici qu'on utilise au Québec où on dit aux futurs acquéreurs de voitures électriques, calculez vos déplacements quotidiens. Et assurez-vous que l'autonomie de votre véhicule est 2 fois votre déplacement quotidien pour vous assurer que par très grand froid, vous aurez assez d'autonomie pour aller travailler, par exemple, et revenir sans avoir à vous charger en chemin. Hein? C'est quand même. Oui, mais ça, c'est des choses qu'on n'a pas. Hein. Nous quand ça dépasse moins 5, c'est déjà... Quand ça dépasse moins 5 et qu'il neige, de toute façon, le pays est paralysé. Donc, on n'a pas de problème d'autonomie. On ne peut pas sortir de chez soi. Mais bon, ça donne quand même un repère. Alors, autre chose que j'ai entendu, mais est-ce que j'ai jamais pu évidemment le vérifier, la densité de l'air par temps froid change la donne aussi quand on conduit une voiture électrique? Ah oui, oui. Explique-nous ça, parce que là encore, c'est très exotique pour nous. Ouais, oui, mais je vous dirais que quelqu'un qui fait de la moto, par exemple, pourra très bien vous expliquer que par temps chaud, comparativement au temps froid, la force avec laquelle l'air va pousser sur notre corps, là, évidemment, si on se promène en moto et qu'on est frappé de plein fouet par l'air, on voit une très grande différence avec le temps froid versus le temps chaud. Sur le véhicule, ça va également, sur l'auto électrique, ça va également avoir un impact. Je vous dirais que l'autre impact aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est que du moins ici au Québec, dès qu'on dépasse le milieu du mois de décembre, par la loi, on est obligé de changer nos pneus d'été pour des pneus d'hiver. On doit changer les pneus des voitures. Et là, un pneu d'hiver, par définition, c'est un pneu qui va avoir une poigne un peu plus forte dans la neige, qui va avoir beaucoup plus de résistance sur la chaussée et par conséquent va amoindrir, va plutôt impacter négativement l'autonomie maximale du véhicule. Évidemment, c'est plus négligeable que le chauffage ou le temps froid sur le véhicule, mais ça reste que c'est mesurable. Les gens vont vous expliquer que, par exemple, la journée où ils changent leurs pneus, s'ils font un test avant et après, ils vont remarquer quelques pourcents de différence sur l'autonomie du véhicule uniquement dû aux pneus. Ça, c'est pour les gens qui ont les yeux rivés sur les compteurs d'autonomie et de consommation kilomètres. On le disait tout à l'heure, évidemment, limiter le chauffage, ce qui est un peu difficile quand il fait moins 25 dehors. Mais ça, c'est le problème inverse de la clim en été, quand il fait très chaud. Oui, dans une mesure un peu plus négative. Par contre, je vous dirais qu'on a quand même des plus 30 degrés ici l'été puis des moins 30 l'hiver. Donc, la variation est assez grande. Je vous dirais que l'impact du système de chauffage est plus grand que la climatisation. C'est-à-dire que par temps très chaud, lorsqu'on met la climatisation, on va voir évidemment une réduction d'autonomie du véhicule, mais dans des proportions beaucoup plus petites que le chauffage. Le chauffage, c'est très énergivore, on le remarque très vite. C'est pour ça qu'ici, quand les systèmes de chauffage, par exemple hybrides,
sur principe de thermopompe, par exemple, ont été rendus disponibles, ça devenait très intéressant parce que pour une partie de l'année où il fait entre, par exemple, 10 degrés et moins 10, moins 15 degrés, ben, la thermopompe joue un rôle très efficace de réchauffer l'habitacle en utilisant très peu d'énergie. Alors ça, c'était ma question suivante, parce que je sais ça, sur des générations récentes de voitures, il y a... Alors en français de France, on appelle ça les pompes à chaleur. Oui, c'est ça. Mais voilà. Et c'est vraiment plus efficace en termes d'énergie? Ah oui, c'est beaucoup plus efficace en termes d'énergie. Évidemment, ça dégage moins de chaleur. Donc, dès qu'il fait vraiment trop froid, généralement, le système de chauffage résistif embarque et puis ça devient plus efficace. Mais disons, nous, on appelle ça frais. Hein? Moins 10, on appelle ça frais. Lorsque c'est frais, la pompe à chaleur fait un travail remarquable. Du moins, et en fait, c'est surtout sur l'autonomie, la baisse d'autonomie du véhicule qui était très impactée par les chauffages résistifs. Ben, les véhicules avec des plus petites autonomies, par exemple l'équivalent d'une Zoé chez vous, les premières moutures, ça prenait quand même... quand tu perds 50 de ton autonomie ou 40 puis que tu avais une autonomie maximale de 120 km, il t'en restait pas beaucoup, donc ça devenait critique. Faire dormir au garage, la voiture, plutôt qu'à l'extérieur, ça change quelque chose? Oui, en fait, ce qui impacte la batterie, on disait tout à l'heure que le froid a un impact sur l'activité chimique de la batterie. Donc, la garder plus au chaud va évidemment être bénéfique. Et évidemment, quand on roule avec le véhicule, on va aller pomper de l'énergie de la batterie. Ben, cette dernière va se réchauffer par le fait qu'elle va fournir de l'énergie. Donc, généralement, une batterie froide va être moins performante au début, puis va prendre un peu de chaleur et va devenir un peu plus performante. Donc, si on la fait dormir au garage, donc à une température moins froide, l'écart à combler est moins grand. Donc, bien entendu, ça va être bénéfique. Puis, je dirais que dans la même logique, même ordre d'idée, ce qui est très populaire, du moins ici, c'est d'utiliser de façon très assidu le préchauffage, c'est-à-dire la fonctionnalité des voitures électriques de se réchauffer lorsqu'encore branché sur une borne de recharge à la maison, par exemple. Mais réchauffer ça, quoi, ici, l'habitacle? Il y a à peu près personne au Québec qui ne l'utilise pas. Là. Tout le monde utilise ça ici. Réchauffer l'habitacle ou réchauffer la batterie? Les deux. En fait, les deux. Par exemple, moi qui utilise une Nissan Leaf, ben, j'ai programmé dans ma voiture mon horaire de travail. Donc, si je quitte le matin à 7 heures, ben, mon véhicule va évaluer en fonction de la température extérieure à quelle heure il doit commencer à conditionner le véhicule pour qu'à 7 heures, il fasse, par exemple, si j'ai réglé pour qu'il fasse 21 degrés à l'intérieur de l'habitacle, pour qu'il fasse 21 dans l'habitacle, mais en même temps, par ce processus-là, il y a de l'énergie qui circule, la batterie s'active. C'est l'énergie de la batterie qui chauffe le véhicule et la borne recharge la batterie en même temps, ce qui fait que la batterie s'active et lorsqu'on démarre, la batterie est plus chaude, donc l'impact du froid va être moins grand. Je vous dirais que c'est majeur, là, ça peut faire une différence jusqu'à 20 sur l'autonomie requise. Si je pars de la maison puis je vais au travail sans préchauffage et que j'ai mis du préchauffage le lendemain, je peux voir une différence de 20 sur la consommation d'énergie. Thomas. D'accord. Ouais. Du coup, j'imagine qu'il y a des modèles de voitures électriques qui s'en sortent un petit peu mieux que d'autres dans cet écart d'autonomie constatée entre l'hiver et un temps, un climat classique, on va dire? Ah, tout à fait. En fait, je vous dirais que c'est intimement lié au système de thermorégulation des véhicules. Donc, l'exemple que je vous donnais avec mon véhicule, qui est une Nissan Leaf, est en fait un très mauvais exemple puisque la Nissan Leaf n'a aucune thermorégulation, ce qui fait que la batterie est grandement affectée par les variations de température. C'est aussi néfaste par température très chaude, les caractéristiques de recharge du véhicule sont grandement affectées par une batterie qui est trop chaude ou une batterie qui est trop froide. À contrario, des véhicules qui vont avoir une batterie thermorégulée, c'est le cas des Tesla, mais il y a d'autres modèles de véhicules qui ont des batteries thermorégulées, ben, l'impact de la température va être très minime sur le véhicule puisque la batterie, dès qu'on met le véhicule en marche, le véhicule va chauffer ou climatiser au besoin la batterie pour la maintenir dans une plage de fonctionnement qui est optimale. Donc, sur ces véhicules-là, l'impact du froid va être évidemment moins grand au niveau de la recharge. Ça demeure que l'énergie requise pour chauffer la batterie, ben, c'est de l'énergie qu'on consomme à faire autre chose que faire avancer le véhicule. Donc, tous les véhicules, quels qu'ils soient, sont impactés par le froid, mais les désagréments de cet impact-là vont être moins grands sur les véhicules qui sont thermorégulés.
Alors, conduire dans ces conditions-là, il y a aussi les conditions de route. C'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs terribles. Je me souviens un jour avoir vu une Smart, elle n'était pas électrique, en plein Montréal, en début de mois de mars, c'est-à-dire avec des congères sur les côtés. Et la Smart, c'était plus du surf que de la conduite, j'ai envie de dire. Mais j'ai aussi des souvenirs de conduite sur des autoroutes québécoises où tout à coup, on ne sait pas pourquoi, mais le train arrière chasse de 50 cm, 1 mètre, juste comme ça. Alors après, on m'a appris, mais oui, mais c'est normal, c'est des plaques de glace noire, tu pouvais pas les voir, tout ça. J'étais terrifié. Après ça, j'ai affronté une tempête de neige à Québec. C'était super, j'avais une chambre dans un merveilleux hôtel très connu de la ville, et juste devant le Saint-Laurent, il y avait tellement de neige que je ne voyais pas le Saint-Laurent. Imaginez ne pas voir la Seine quand vous êtes place du Châtelet à Paris. Voilà, ça vous donne un repère. Est-ce que les voitures électriques ont bonne réputation, j'ai envie de dire, à conduire dans ces conditions qui sont vraiment difficiles? Oui. En fait, je vous dirais que c'est un côté très positif et très vendeur pour les voitures électriques ici au Québec. On doit d'un côté défendre l'impact du froid sur le véhicule, donc expliquer que oui, il va avoir un impact négatif sur l'autonomie du véhicule. Par contre, les véhicules électriques sont des véhicules dont le centre de gravité est très bas, donc les batteries sont généralement situées dans le plancher ou la valise, donc très bas dans le véhicule. Ça va donner un centre de masse qui est bas, ça va aider beaucoup la tenue de route. Le poids est aussi bien réparti, contrairement à un véhicule à essence où le moteur est très, très pesant à l'avant, puis le reste du véhicule plus léger. Ça augmente les chances de dérapage. Ce que tu expliquais tantôt, Cédric, là, de l'arrière du véhicule qui chasse comme ça. Chaque côté, on voit beaucoup moins ça avec les véhicules électriques. Et le fait qu'ils soient pesants, donc ils soient lourds et avec un centre de gravité très bas, fait en sorte que les mouvements de dérapage sont amoindris. Évidemment, ça prend des bons pneus d'hiver également. Hein. Le poids du véhicule à lui seul n'est pas nécessaire. Ça prend un conducteur expérimenté en conduite hivernale, mais le véhicule, le fait qu'il soit électrique, donc qu'il ait une batterie, qu'il soit lourd, généralement, ça facilite la conduite sur des chaussées glissantes ou très enneigées. Parce que c'est deux choses différentes. Hein, que si la route est glacée ou si la route est enneigée, c'est deux types de hasards de la route importants, mais différents en termes d'impact sur la conduite. C'est terrifiant, en fait. Conduire chez vous, c'est juste terrifiant. Bien, on mettra évidemment. Des survivants. Oui, vous êtes des survivants depuis le début. On mettra évidemment le lien vers le podcast Silence on roule dans les notes de l'émission. Mais surtout, j'en profite pour annoncer une grande nouvelle, Martin. C'est qu'on va te retrouver régulièrement dans ce podcast. Tu vas un peu devenir notre ambassadeur honoraire aux Amériques. En gros, tu viendras une fois par mois nous parler de tout ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'on le voit aux États-Unis, aux Amériques, au sens large. Parce qu'évidemment, on voit le contexte n'a rien à voir. Il y a des offres et des voitures qu'on n'a pas chez nous. C'est bien. Nous, on va essayer des Mini et toi, tu vas essayer des Hummer. Tu vois ce que je veux dire? Sans tomber dans la caricature totale, mais il y a un peu de ça. Et je viendrai, moi, avec grand plaisir, dans Silence on roule, de parler des petites choses que l'on fait chez nous, mais quand même qui commencent à se voir. On en parlait encore tout à l'heure dans l'actualité. Merci infiniment, Martin. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai moins peur. Écoute, on va vous inviter à venir essayer la conduite de véhicules électriques en climat hivernal. C'est la meilleure façon d'apprendre. Bon, on prend les billets, d'autant que j'ai regardé en ce moment les promotions. Je crois que j'ai vu Air Canada vol direct 220 € Paris-Montréal. Donc ça donne envie. Ça peut-être, je sais pas, attendre l'été quand même. Une chose à la fois. Merci infiniment, Martin. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à bientôt, beaucoup, messieurs. Thomas, t'es prêt? On prend nos billets, on part dans le Grand Nord québécois, enfin le Grand Nord québécois, pas tout en haut à Coudjouac là, mais on part au nord de Montréal pour aller voir ce que ça fait de conduire des électriques sur la neige. Ça fait longtemps que je veux y aller, je n'y suis toujours pas allé, donc là oui, absolument, ça me va. Quand t'es prêt, on y va. C'est triste parce qu'on le disait là, mais c'est même plus le prix des billets qui est un obstacle. C'est-à-dire que ça te coûtera probablement moins cher de faire Charles de Gaulle Montréal que de prendre un Uber pour aller à l'aéroport et pour en venir. C'est vous dire la santé du transport aérien ces mois derniers. De quoi je voulais vous parler? Ah si, on parlait de chiffres et des ventes
de voitures électriques en France, il y a un chiffre qu'on a oublié, parce que celui-là, il est mondial, c'est que ça y est, Tesla a fait 500 000 ventes cette année. Alors c'est amusant parce que je regardais un papier de l'AFP, si mes souvenirs sont bons, et l'ouverture du papier, c'était « Tesla n'a pas gagné son pari de livrer un demi-million de véhicules. Il en a livré 499 550. » Alors, on est à 99,9, enfin, 91. Est-ce qu'on peut partir du t'as fait le principe calcul, que... toi. Oui, c'est ça. Il y a trop je laisse, tu vois. Et puis, il faut pas oublier en plus que c'était quand même une promesse faite avant la pandémie. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont livré 36% de voitures en plus en un an, alors que, comme on le disait tout à l'heure, le marché de l'automobile, lui, s'est effondré de 25%. Donc, je vais dire, soyons magnanimes. Je vais dire que le pari est réussi. Je dirais même qu'il est presque inespérément réussi, mais en même temps, c'est vrai qu'ils sont, je pense, un tout petit peu en dessous quand même de la demande. Si mes souvenirs sont bons, j'ai pas tous les chiffres sous les yeux, mais dans le même temps, ils ont quand même produit plus de 500 000 voitures. Donc ça va, quoi. On va quand même leur donner ça. Je pense que ça va quand même. Voilà, soyons sympas. D'autant qu'il y en a d'autres qui ont été sympas, c'est tous les gens qui achetaient des actions Tesla. L'action, elle a fait plus 763% cette année. Oh là 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 là. À cet instant, vous n'avez pas l'image, mais Thomas de Gaulle a la tête entre les mains, il est en train de se dire non, mais pourquoi j'ai pas acheté. D'ailleurs, c'est ce que je disais il y a quelques jours sur Twitter. En fait, c'est pas des Tesla qu'il faut acheter, c'est des actions Tesla. Ouais, donc il fallait acheter, mais après, bon... Il fallait acheter. C'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, au lieu d'acheter une Tesla, j'ose même pas y penser. Non, c'est terrible. Ah bah, tu mets 20 000 € dans Tesla et tu ressors avec ta TS P100D, tranquillou. Oui, ça c'est sûr. Et t'as encore un peu de marge après pour remettre des sous ailleurs. Enfin, bref. Ouais, ça c'est si toi et moi avions la capacité de revenir dans le passé pour prendre enfin les bonnes décisions a posteriori. Oui, comme pour le Bitcoin, comme pour pas mal de choses. Oui, c'est sûr. Alors t'imagines si en plus tu avais acheté des bitcoins à $1 en 2010. Voilà, t'en achetais 2 bitcoins. Bon, alors évidemment du coup, le plus gros actionnaire de Tesla, à savoir Elon Musk, lui, ses fortunes ont évolué avec le cours de l'action. Il y a 1 an, Elon Musk, il ne valait, entre grosses guillemets, parce qu'évidemment, c'est pas l'argent qu'il a en poche, c'est ses actions Tesla, c'est pas comme s'il pouvait les vendre du jour au lendemain. Il ne valait donc que 25 milliards de dollars environ. Et il en vaut désormais 185 milliards, ce qui lui permet de devenir première fortune du monde, dépassant d'une tête Jeff Bezos. Je ne sais pas si ça énerve Jeff Bezos. C'est vrai que les deux se tirent un peu la bourre sur plein de trucs, tu vois, sur SpaceX contre Blue Origin, sur tout ça. Enfin, c'est des trucs de grands garçons qui ont trop d'argent. Enfin, trop, je sais pas, mais en tout cas, largement assez pour se payer ce genre de choses ou pour avoir des ambitions spatiales. Je ne sais pas si ça énerve Jeff Bezos ou s'il garde son rire habituel. À mon avis, déjà, à mon avis, ça doit le booster un peu aussi. Il doit se dire que justement, ça lui fait du bien un peu de ne pas être toujours le premier. Et puis, peut-être qu'il se dit que s'il n'avait pas divorcé, il serait quand même le plus riche. Non, t'es pas sympa. Ça, c'est moche ce que t'es en train de faire. Ça, c'est vraiment pas chic. En même temps, oui, ça, s'il se l'est fait à lui tout seul. Quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'en reviens à ma théorie constante, c'est qu'en fait, Elon Musk est un envoyé du futur. C'est d'ailleurs ce qui lui permet de prendre, lui, contrairement à nous, toujours les bonnes décisions avant. Mais oui, mais c'est d'être riche. Et d'être en avance de phase surtout. Pardon ? Personne nous écoute. Donc on le répète, c'est la triche et personne ne nous écoute et tout le monde est là en train de s'extasier. Elon Musk, bah oui, mais c'est pour ça à chaque fois que les gens disent non mais là il va se planter, ça va pas marcher, tout ça. Je dis non, vous n'avez pas compris. Il vient du futur. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien voir les déclarations du PDG de General Motors qui a passé des années à faire des prédictions foireuses sur, vous allez voir comment je sais pas s'il a chanté Tesla. Tu peux pas empêcher les gens d'avoir des opinions alignées sur leurs intérêts. Oui, certes. Tu vois ce que je veux dire. J'aimerais juste voir maintenant comment il arrive à communiquer, tu vois. Il communique. On reviendra un jour. Moi, il y a une histoire extraordinaire qui date d'il y a une vingtaine d'années. C'était General Motors qui avait été précurseur dans la voiture électrique avec la Chevy Volt. Attention, pas Bolt, Volt. Qui était abandonné.
Exactement, mais c'est une histoire de fou. Ils avaient lancé cette voiture. Alors en fait, il y avait encore à l'origine de tout ça un incentive, enfin des encouragements réglementaires sur la voiture électrique. Je crois que c'était en Californie d'abord, ou presque exclusivement. Et donc ils avaient sorti cette voiture. Bon, évidemment, si on la compare à ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de prix, d'autonomie, de puissance, de batterie, de tout ça, non, on était très loin. Mais c'était une voiture au design un peu, novateur pour l'époque, j'ai envie de dire. En tout cas, elle résolument différent, mais je pense que c'était un truc totalement délibéré de la part de GM, de General Motors, et qui avait trouvé son public. Mais il y avait un détail, c'est que cette voiture-là, tu pouvais pas l'acheter. Tu étais forcé de la prendre en leasing. Tu ne pouvais pas acheter une Volt. Et un jour, ils ont décidé d'arrêter la Volt. Et du coup, ils sont allés rechercher les voitures. Ils ont dit, voilà, on met fin à votre contrat de leasing, on reprend les voitures. Et tu avais des conducteurs qui étaient amoureux de leur voiture, qui disaient, non, mais attends, mais c'est pas possible, vous pouvez pas me reprendre. Prenez mon argent, mais prenez pas ma voiture. Et ben non, ils ont repris toutes les voitures et ils les ont détruites. Non mais... C'est une histoire de fou. J'aimerais bien savoir s'il y en a quelques-unes qui sont... On ira creuser cette histoire parce que je trouve que c'est une histoire absolument exemplaire. Moi, ça m'a mis hors de moi, mais t'imagines, c'était il y a près de 20 ans. J'avais fait un sujet là-dessus à l'époque et c'était incompréhensible. Sauf qu'évidemment, à l'époque, General Motors n'avait pas d'intérêt particulier à faire de l'électrique. Et du coup, c'était à peu près compréhensible. Mais non, mais l'histoire des voitures où on me dit, bah non, monsieur, on va vous la reprendre, pour moi, c'était un truc terriblement choquant. Préparer l'avenir, même, parce que des voitures électriques, tu en as depuis quand même. Bon, alors, il y en avait très, 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 il y en a depuis 100 ans. Très peu. Mais depuis, oui, alors déjà les premières voitures étaient électriques, on pourrait y revenir, mais même dans les années 2003, 2004, 2005, 2006, il y avait déjà quelques voitures électriques qui s'en vendaient même en France. Je crois qu'il y en avait 5 en France. Il y a eu, alors je sais pas à quelle époque, mais ils ont fin des années 2000, tu avais déjà la Citroën C0, tu avais déjà, il y a toujours eu une i206, quelque chose de genre, etc. Il y a eu ces voitures qui avaient été filées à la poste, mais c'était une espèce de test pilote et ils les ont balancées un presse qui n'était pas très sympa. Enfin bon, bref. Oui, non, bien sûr, il y en avait. Mais il n'y avait pas de... Enfin, c'était mais préparer l'avenir, tu vois, moi je comprends pas ce choix quand même. Enfin, quand tu peux le faire... Mais bon, après, je suis pas dans leur petit papier. S'ils l'ont fait, ils avaient sûrement raison de le faire à l'époque. Mais... Tout ça pour dire que Tesla a donc fait ses 500 000 ventes et devient donc le premier nouveau constructeur américain qui a réussi à survivre. Bon, survivre, on est au-delà de ça, parce que je crois que l'entreprise vaut 700 milliards de dollars aujourd'hui, c'est-à-dire... 75 milliards de moins que Facebook, déjà. Oui, c'est déjà énorme. Je crois qu'ils les ont dépassés fugitivement ces jours derniers. Et surtout, la valorisation de Tesla, c'est l'équivalent de la valorisation de tout le secteur automobile. C'est-à-dire, c'est Volkswagen plus Toyota. En comptant Volkswagen, je suis pas sûr. Oui, absolument. Si. En comptant Volkswagen plus Toyota, plus GM, plus machin, plus PSA, j'en parle pas. Enfin, PSA, Renault, genre. Voilà, bon. Oui, c'est pas, je veux froisser personne, mais c'est-à-dire que voilà, c'est pas, on n'est pas dans les mêmes ordres d'idées. C'est la même sorte de grandeur. Et donc évidemment, je pense que là aussi, on est chez les constructeurs traditionnels, même si les choses sont vraiment en train d'évoluer vachement rapidement. Je pense qu'ils sont quand même pas loin de la panique morale. Enfin, en tout cas, ça doit faire un choc. Surtout qu'évidemment, eux se comparent en disant non mais attendez, mais ils ont vendu 500 000 voitures, moi j'en ai vendu X millions, c'est pas sérieux. Volkswagen 11 millions. Donc, c'est ça, voilà. Ouais. Bon, on est encore loin sur l'électrique pure, en chiffres bruts en tout cas, sinon en pourcentage, des 1,3 million de voitures électriques vendues en Chine sur l'année écoulée. 1 300 000, c'est pas mal. Bon, évidemment, à l'échelle du pays, c'est pas l'Amérique. Mais moi, il y a un chiffre qui m'a frappé, c'est que ces 1,3 million de voitures ont été vendues par 400 constructeurs différents. Il y a 400 constructeurs de voitures électriques en Chine. Moi, je m'étais arrêté au moment où on me disait il y en a 200. Bah non, maintenant il y en a 400. Je pensais qu'on était justement plutôt à la veille d'un mouvement de rationalisation, en disant non mais attendez, c'est bon, là, voilà, on va faire des fusions, des acquisitions, on va créer quelques gros constructeurs. Il y en a des plus gros que d'autres, mais 400 constructeurs, c'est un truc de dingue. Je pense qu'un jour il faudra qu'on aille voir. En attendant, 2021 va être une année pour le coup ébouriffante pour la voiture électrique toujours, parce que ça y est, c'est fini, les nouveautés au compte-gouttes. Genre, regarde, il y a une nouvelle Volkswagen, il y a une nouvelle... Non, Là, ça y est.
Là, ça y est, il va en sortir comme des téléphones portables, j'ai envie de dire. On va voir arriver des nouveaux modèles par dizaines dans l'année à venir, dit-il, avec un sourire gourmand. Je voulais mentionner ce très bon papier de nos confrères du site Automobile Propre qui en ont listé une dizaine. Et alors, la bonne nouvelle, et c'est ça aussi qui est en train d'évoluer, c'est que c'est souvent on disait, bah oui, enfin, l'électrique, c'est bien, mais c'est cher. Et puis, finalement, il n'y a pas beaucoup de choix. Bah, ça y est, c'est-à-dire que les gammes sont en train à la fois de s'élargir et puis de grandir en termes de gamme de prix, c'est-à-dire qu'on va quand même commencer à trouver des choses pas chères. Alors, bon, d'abord, il y a les choses déjà sorties ailleurs, mais qui vont arriver chez nous. Je pense à la Tesla Model Y, c'est-à-dire le crossover issu de la berline Model 3, que j'attends de voir en vrai, parce que quand tu les mets côte à côte, tu vois bien qu'il y a une différence, mais... Pardon ? Ouais. Elle est trop belle. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est juste la même, un peu enflée vers le haut. Enfin, c'est un peu. Alors que non, les gens qui l'ont essayé disent non, c'est vraiment différent. Ah ouais. Ouais, surtout on a vu pour la première fois cette semaine des photos d'un modèle qui aurait 7 places. Où ils ont rajouté 2 places dans le coffre. À l'arrière. Ouais, alors si on en croit les photos, ça ressemble plutôt à des places pour enfants. Hein, mais en même temps, c'est à ça que ça sert. Quand même, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est frappant parce que quand tu regardes la voiture sous toutes les coutures, tu dis non, c'est pas possible, il n'y a pas 2 places. Enfin, bref, j'attends de la voir en vrai, mais c'est promis, notre nom est déjà sur la liste. L'autre bonne nouvelle, c'est que surtout, il y a de larges avancées donc, sur les prix. Là, de ce côté-là, moi, il y a un modèle que j'attends de pied ferme, c'est la Dacia Spring chez Renault, alors qui est faite sur la plateforme qu'ils ont inventée en Chine, qui était vraiment l'idée, c'était de faire une voiture électrique pas chère, parce qu'on nous promet que une fois passé les primes à l'achat, on serait à 10 000 euros. Un truc comme ça, bonus déduit, c'est 10 000 euros. C'est beau. Pour une voiture qui devrait afficher, on nous dit 225 km d'autonomie. Enfin, c'est pas on nous dit, parce qu'en fait, c'est l'équivalent du modèle chinois déjà sorti en Chine, pour 44 chevaux. Donc, c'est pas une voiture qui va pousser très fort, mais c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on l'achète. Ça va être une vraie petite citadine pas chère. Surtout 10 000 euros, on passe là une espèce de palier psychologique. C'est fini, la voiture électrique, il y a que des gros modèles très chers. Non, voilà, 10 000 balles. Surtout l'économie du truc, parce qu'évidemment, avec le prix au kilomètre après, enfin, c'est vraiment face à une voiture. Après, il faut voir aussi comment c'est foutu à l'intérieur, comment ça fonctionne. Est-ce que réellement on a des économies d'entretien ou pas? Mais bon, quand même, il y aura une économie substantielle ou pas, mais il y en aura une. Ah ouais, non, clairement. Et alors, évidemment, bon, on va voir la qualité de l'automobile, mais on va pas avoir on va pas faire une voiture à 50 000 euros qui n'en coûte que 10. Mais j'attends de la voir d'un peu plus près. C'est promis, ce sera pour cette année. Toujours dans la grande famille Renault, il va y avoir une version électrique, alors pour le coup complètement revue de la Mégane E. Plus routière, une batterie de 60 kWh et 450 km d'autonomie. Toi, tu l'as vue, enfin en photo, et elle t'a pas plu? Non, je sais pas. Je trouve que on dirait un design un petit peu faussement futuriste ou enfin, elle me rappelle la Velsatis, mais je sais pas pourquoi. Attention, vraiment, faut pas me prendre au pied de la lettre, parce que là, je vois une photo juste de face. Ah non, pardon, je confonds la Velsatis et l'Avantime, pardon, rien à voir. Ouais, peut-être même que je confonds les deux aussi, mais je sais pas, elle me paraît un petit peu trop agressive, bizarrement agressive en fait. Elle pourrait être beaucoup plus sobre, je trouve. Après, j'aime bien quand même, il y a niveau lumineux, la signature numérique lumineuse, elle est pas mal. Il y a l'arrière a l'air d'être pas mal aussi, j'avoue. Bon, on vous mettra le lien vers l'article d'Automobile Propre pour que vous puissiez aller voir les photos. Tu vas peut-être à ce moment-là faire un choix plus raisonnable, je sais pas en termes de budget, mais pardon. J'ai dit, je pense que le mieux, c'est de la tester, tout simplement. Oui, bien sûr. Et puis, on n'en a pas le prix encore, parce que c'est quand même une grosse variable de choix. Mais si tu veux revenir sur des choses plus connues, il y a la nouvelle plateforme électrique de Volkswagen, qui s'appelle MEB, qui va donner lieu à plusieurs nouveautés, que ce soit l'ID4 chez Volkswagen. Alors, c'est la version crossover SUV de l'ID3, une Audi Q4 électrique. Là, tout à coup, on voit à peu près à quoi ça va ressembler. On voit aussi à quoi ça va ressembler du côté du prix. Je m'inquiète un
un peu. Et puis la version Skoda du même SUV, donc qui va s'appeler Enyaq. Mais là aussi, ça va permettre de voir à quelle vitesse, j'ai envie de dire, Volkswagen raccroche les wagons. Parce qu'apparemment, ils ont quand même eu des soucis de logiciel, tout ça. Enfin bon, bref. Et alors moi, même si c'est pas ma marque, j'en ai jamais eu d'ailleurs, si on tombe en mode rien n'est trop beau, il y a évidemment la nouvelle Mercedes EQS. Alors c'est simple, hein, les nouvelles gammes, c'est EQC, c'est comme la classe C, et EQS, c'est comme la classe S, donc la grande berline routière. Et puis routière carrément, parce que 700 km d'autonomie affichée, pas mal, c'est du sérieux. Et parmi les signes particuliers, il y a cet écran incroyable, hein, l'écran de bord qui fait, je crois, plus d'1,40 m de large. Alors là, ce jeu-là, forcément, c'est de l'OLED et qui prend la forme de la planche de bord. Enfin, c'est un truc. C'est pas juste un écran large, mais il y a des côtés arrondis, vous verrez. C'est dément. Bon, évidemment. On l'a dit, hein, on est en mode rien n'est trop beau, donc j'ai très 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 peur du côté du prix. Mais ça aussi, bon, ça s'essaye. On va dire que c'est un véhicule plaisir. Oui. Je pense que ça s'essaye même avant la Mégane, en fait. Je ne sais pas à quel moment elle va être délivrée, mais j'avoue, j'ai vu l'écran, c'est de toute beauté. Non, mais c'est intéressant au niveau du c'est prix, intéressant qu'ils aient pas juste fait une version électrique d'un truc qu'ils font déjà. ouais, Et non, qui reprennent mais les là, je pense designs de qu'il faut vraiment. zéro en utilisant aussi l'intérêt de l'électrique. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a plus de passage de machin, de vilebrequin, de trucs. Enfin, c'est-à-dire que d'un coup, tu peux avoir un vrai plancher plat. Enfin, tu peux vraiment réimaginer des choses avec la nouvelle place dont tu hérites à la fois à l'avant et à l'arrière. Donc, non, c'est... Puis, tu peux aussi en profiter pour plonger vraiment dans la transition qui consiste à ce que ta voiture, ce soit un peu un iPhone sur roue, quoi. C'est ce que Tesla avait fait aussi, et c'est pour ça qu'on a adoré Tesla à un moment donné. C'est que c'était dans le futur, en fait. Donc, eux, ils ont aussi tout intérêt à repenser tout ce qu'ils peuvent repenser pour que ta voiture soit quand même nouvelle technologie, quoi. Donc, puis au Et prix c'est où ils vont amusant la parce que proposer, c'est presque une nouvelle compétence de base, j'ai envie de dire. ouais. Ouais, C'est-à-dire que c'est un tu peu vois, ça, hein. la navigation au sens de l'interface, c'est plus un truc. Avant, les interfaces étaient physiques, donc là-dessus, ils étaient quand même super forts. Mais maintenant que tu rentres, c'est compliqué parce qu'en plus, tu as envie de faire une plateforme, il faut qu'il y ait des applications, les gens vont rentrer dedans, ils vont dire il n'y a pas Waze. Euh, alors là, je pense que le concessionnaire te regarde en disant sortez, monsieur. Non, vous avez notre magnifique système de navigation maison, pour lequel vous avez d'ailleurs payé un abonnement probablement. Je vais arrêter de médire parce que j'ai la ferme intention d'aller la découvrir quand ce sera possible. Mais c'est vrai que je pense que c'est quand même des nouveautés méritantes en ce sens que voilà, elles doivent bousculer aussi plein de choses en termes de culture interne. Je vous fais pas tout le top 10. Qu'est-ce qui reste ? Ah oui, je vais penser à toi. Il y a la Ford Mustang Mach-E, ça y est, qui va arriver chez nous. Ça te parle ? Ouais, moi j'aimais beaucoup les modèles d'avant, évidemment. Donc j'ai vu la nouvelle Mustang. Elle reprend bien sûr les codes de la Mustang classique, hein. Ouais. Et c'est vrai que ça a l'air d'être vraiment très 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 chouette. Du American Muscle avec de l'électrique à l'intérieur. Voilà. Non, ça donne envie. Bon, en attendant, pour la prochaine, on va d'abord aller essayer une Mini. Ça te va, ça ? Bah écoute, c'est, tu vois, quand j'ai vu la Mini, je me suis dit, allez hop, on va aller essayer la Mini. Et on va commencer comme ça, histoire de monter crescendo. Pourquoi je dis ça ? On va pas monter crescendo, elle est très très bien. Elle est vachement bien, attends, c'est pas... Bien sûr. Non, franchement, elle est nickel. Non, ça c'est si on avait commencé par essayer la Citroën Ami, par exemple. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on devait faire ça, on l'a pas fait d'ailleurs. Non, c'est vrai, on l'a pas fait, parce qu'on a eu d'autres idées. Mais il y a 3 jours, et franchement, c'est surprenant. Je rappelle, la Citroën Ami, c'est cette toute petite voiture, 2 places, qui est d'ailleurs légalement pas une voiture, mais une espèce de tricycle. Enfin bon, bref. Donc, scooter avec un toit dessus, tu peux conduire ça à 14 ans, tu as peut-être besoin de ton BSR quand même, peut-être pas rigoler quand même. Oui, je pense aussi. Mais c'est très très chouette. J'aimerais bien essayer ça quand même, ça doit être marrant. Bon. Après, au niveau de la Mercedes, pour revenir un petit peu là-dessus et sur la Mustang, je ne sais pas ce qu'ils prévoient en termes d'aide à la conduite. Il y a des trucs comme ça. J'ai pas vraiment. Je sais pas si tu as eu des infos là-dessus sur où ils en sont tous ces gens-là avec la notion d'autopilote. Normalement, c'est presque obligatoire maintenant. La question, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment un fournisseur. Mais là, je parle un peu en freestyle, hein, parce que je suis tout à fait prêt à être démenti. Mais il y a évidemment plein d'équipementiers qui travaillent sur la question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui,
je dis une bêtise, un Valeo, si, Valeo, ils ont des trucs là-dessus. Enfin, mais ça devient, j'ai envie de dire, indispensable. Si on parle de la Mercedes, c'est-à-dire que c'est une voiture où, bien évidemment, si t'as pas un simili autopilot, comment tu vas la vendre? Enfin, on va te dire, ah bon, il faut vraiment que j'ai la main sur le volant. La main sur le volant, oui, mais le pied sur l'accélérateur. Non, il y a évidemment des systèmes de vitesse de croisière, de machin, de régulateur de vitesse adaptatif et tout ça, mais Ils ont des suspensions aussi un peu intelligentes comme Tesla fait, ou quand tu passes pour justement le dernier modèle dont on parlait de chez Mercedes, ils ont cette suspension qui reconnaît un petit peu le truc et qui va se lever la voiture à un endroit particulier. Mais j'ai pas entendu parler de facilitation de conduite en termes d'autopilote. Il va falloir qu'on se rapproche de sources proches du dossier pour arriver à en savoir plus. Dernière chose, on vous mettra le lien dans les notes de l'émission. C'est une vidéo sur YouTube d'un possesseur de Tesla Model 3. Évidemment, ça se passe en Californie. Ils vont pas acheter des amis. Qui part de Hawthorne. Hawthorne, c'est dans la banlieue de Los Angeles. Je crois que c'est d'ailleurs là où se trouve le siège de SpaceX. Et qui la met en autopilote et qui va jusqu'à San José dans la Silicon Valley. Donc c'est 550, 560 km, je crois. Et qui se fait plus de 5 heures de route sans toucher au volant. Alors, il a touché le volant, mais c'est parce qu'il devait recharger. Oui, c'est vrai qu'à un moment, il fait une pause et c'est lui qui l'amène. On est obligé quand même. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. On peut être sévère, mais il faut être juste. C'est bravo. Mais en dehors de ça, il explique qu'une ou deux fois, il a rattrapé, ou je sais plus. Enfin, bon, il a très légèrement. Enfin, il a quand même gardé clairement les pieds sur les yeux sur la route et les pieds sur les pédales. Mais c'est impressionnant. Alors, il a fait la version 5 heures, donc tu peux te taper tout le trajet. En un quart d'heure, ouais. Ouais, moi pour l'avoir fait avec des voitures même pas électriques, c'est quand même un trajet terriblement chiant parce que c'est une longue ligne droite, c'est la I-5 qui traverse la Californie du nord au sud. Tu passes par des grandes plaines, par des grands élevages de bovidés qui puent. Enfin, bref, c'est pas terrible comme route, c'est pas très intéressant. C'est pas la route de la côte, tu vois. C'est pas viens on fait la 101. Non. C'est la grande ligne droite, mais l'efficacité du truc est absolument remarquable, d'autant qu'en plus, rappelons-le, on est quand même toujours sur une version bêta, dont on ne sait toujours pas quand elle arrivera chez nous. Là aussi, je le mets sur la liste. C'est bien, je suis rassuré de voir qu'il y a assez de contenu pour nous tenir au moins jusqu'à l'été. Et puis d'ici là, il y aura encore d'autres nouveautés. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci évidemment beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez suivre le compte Twitter de cette émission sur @LDDLP. Ah oui, comme les doigts dans la prise. LDDLP_podcast. Vous pouvez me suivre sur @Cédric et suivre Thomas sur @ThomasDebois. Évidemment, si ce n'est déjà fait, allez vous abonner à ce podcast. Et alors, regardez, là, maintenant, tout de suite. Pensez à un ami ou une amie, on n'est pas sexiste, même si j'ai vu quand même les chiffres d'audience du podcast, c'est un peu plus masculin que ce que j'aimerais. Mais bon, pensez à un ou une amie que ce podcast pourra intéresser. Et là, regardez, j'attends, allez-y, partagez-lui le lien de ce que vous êtes en train d'écouter. Allez-y. Bon, sérieusement, pensez vraiment à aller noter et commenter ce podcast sur votre plateforme préférée. Et si c'est chez Apple, c'est encore mieux. Ça aidera d'autres que vous à le découvrir. Salut Thomas, à la prochaine. Salut Cédric, et puis à très bientôt.